Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de Airbnb et de la location à court terme. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, aujourd'hui, on explique les restrictions et les obligations relatives à la location touristique à court terme au Québec, notamment via les plateformes comme Airbnb. Donc, toute personne offrant un logement pour des séjours de moins de 31 jours doit obtenir un certificat d'enregistrement de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, le CITQ. Ce certificat doit être visible et enregistré sur les plateformes numériques sous peine d'amende sévère, qu'on verra tantôt. Les locataires à long terme et les propriétaires des copropriétés doivent obtenir l'autorisation appropriée pour louer leurs biens à des fins touristiques. De plus, avant toute demande d'enregistrement, il est nécessaire de vérifier la conformité avec les règlements municipaux, c'est-à-dire le zonage, les permis, etc., mais aussi le service d'incendie doit inspecter l'appartement ou le condo s'il le désire. Une nouvelle loi qui permet la location à court terme dans les résidences principales sans restriction municipale depuis mars, bien que certaines zones peuvent limiter cette activité. Donc, en d'autres mots, il y a une nouvelle loi qui permet la location à court terme dans la plupart des municipalités, sauf exception, depuis mars 2003. Les courtiers immobiliers doivent également s'assurer que les informations sur les propriétés destinées à la location à court terme sont conformes aux règlements en vigueur, sans dissimulation ni fausse déclaration. Ceci étant dit, David, est-ce que tu as eu des expériences avec des clients ou des collègues ou des amis ou de la famille avec les plateformes Airbnb? Oui, j'en ai eu. Est-ce que c'était... c'est bon, comme tout le monde. Exact. Est-ce que c'était les amis ou plus professionnellement tes clients? Professionnellement, plus. Quelques amis dans mon entourage, mais plus professionnellement. Nice. Et d'où l'importance de faire ces vérifications comme il faut. Mais ouais, vas-y, Dragoche. C'est ça. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils ont loué ou ils ont loué leur propriété ou ils ont loué la propriété de quelqu'un d'autre? Ah, mais quelqu'un qui a loué, ça, c'est sûr. J'ai beaucoup de personnes proches qui ont fait ça. Là. Mais moi, je parle plus des gens, des propriétaires qui louaient. Là. Qui louaient leur propriété. Oui, ça arrive souvent que il y a des gens qui cherchent ce genre de propriété-là pour l'achat. Là. Exact. Et est-ce que les gens que tu connais qui ont loué ces propriétaires-là, est-ce que c'était leur résidence principale ou non? Parce qu'un de mes amis notaires, lui, il est propriétaire d'une propriété, puis il a un logement rattaché à sa maison. Mais lui, il loue du Airbnb dans ce logement-là, proche de sa maison. Dans le fond, qui est collé sur sa maison. Là. Fait que lui, il le fait. Sinon, c'est plus des résidences secondaires. Ah. OK, j'ai compris. Et c'est quoi le feeling, tu penses, des gens? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils aiment louer leur propriété? Est-ce qu'ils aiment louer la propriété de quelqu'un d'autre? Ben, moi, personnellement, de Airbnb, j'adore ça. Là. Ouais, si moindrement, tu es plus que 2 personnes, ça commence à être vraiment rentable, parce que pour le prix d'un hôtel, divisé en 4, des fois, tu vas avoir 2-3 chambres. Moi, l'expérience que j'ai eue à date, ça a tout le temps été bien, là, puis de tous ceux que je connais aussi. Mais ceux qui louent, c'est vraiment rentable quand tu es dans une place que tu peux louer. Là. Fait que les propriétaires aussi ont des belles expériences. C'est quand même facile maintenant avec ces applications-là. Tu as des notes. Là, le gars qui loue, il y a un rating. Fait que si jamais c'est un mauvais locataire, tu vas le savoir. À moins que ce soit la première fois qu'il loue, que là, tu peux pas vraiment savoir. Mais habituellement, je pense qu'en général, les gens ont des bonnes expériences. Puis, c'est rentable financièrement. Parce que, tu sais, dans le contexte de crise de logement, je crois qu'il y a un impact négatif, disons, parce que la majorité des Canadiens voient d'un mauvais œil la location de court terme. Mais tu sais, c'est drôle. Ben là, j'aimerais savoir cette étude-là, mais
la majorité des Canadiens, oui, mais là-dedans, je suis sûr qu'il y en a plein qui utilisent ce service-là. Tu sais, c'est-tu des gens, tous ceux qui voient ça de mauvais œil, j'espère que c'est des gens qui n'utilisent pas le service. Là. Oui, exact. Parce que quand ça fait ton affaire, c'est bien le fun. Là. À côté de chez vous, tu ne veux pas, mais quand tu t'en vas ailleurs, tu veux en avoir. Et voilà, c'est un bon point que tu amènes. Parce que je ne crois pas que ce sondage a été fait pour les gens qui louent et qui vont en vacances. Là. Non, c'est ça. Bien sûr qui voient, ouais, c'est ça. Oui, c'est près de 3/4 des Canadiens estiment que les locations à court terme, comme celle proposée sur Airbnb, ont un impact négatif sur la disponibilité des logements et sur les prix de loyer au Canada. OK, mais ça, oui, ça, je pense que oui, par exemple. Ça dépend. Mais c'est vrai, malgré le fait que peut-être qu'il y en a beaucoup là-dedans qui utilisent le service, c'est vrai que un propriétaire qui loue uniquement son logement pour ça, c'est sûr que c'est un logement de moins sur le marché. Exact. Tu vois, D'où le pourquoi que les villes mettent beaucoup de règlements par rapport à ça de plus en plus. Là. Exact. Parce que, comme on a dit, depuis mars 2023, tu peux louer ta résidence principale, mais il y a des municipalités qui l'interdisent. Mm-hmm. Et aussi, on verra probablement tantôt, mais on peut en parler maintenant, c'est que lorsque tu es propriétaire d'un condo, là, dont tu fais partie d'un syndicat de copropriétaires, la plupart des syndicats de copropriétaires vont interdire la location à court terme. Et là, c'est ça. C'est ça, je voulais arriver. C'est pas que les règlements de zonage qu'il faut vérifier. C'est beaucoup aussi. Parce que souvent, ça va être des copropriétés divisent les condos qui vont. Que les gens vont acheter des condos pour faire la location à court terme. Puis là, dans les règlements internes de la copropriété, souvent, ça va être interdit. Fait qu'il faut. C'est en plus des règlements de zonage, on va en reparler tantôt, là, mais il faut vérifier aussi les règlements municipaux, c'est extrêmement important. Je veux dire, les règlements de copropriété, là, c'est extrêmement important. Oui, exact. Exact. Et de plus, 2 Canadiens sur 5 estiment que les locations à court terme ont rendu les communautés moins sûres au Canada. OK. Donc, pas juste. C'est ça que je voulais regarder. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils croient, là. Moi, je pense pas que tu es moins sûr parce que je pense que les personnes qui payent un Airbnb, je pense pas qu'elle est dangereuse. À moins que ça soit. Non, c'est probablement ce qu'ils disent, c'est que tu vois, il y a des gens qui louent et ils font le party, puis là, ça boit beaucoup. Puis ça peut mal virer. Je crois que c'est ça que les gens ont idée quand on parle d'Airbnb. C'est peut-être par rapport à ceux qui ont des idées préconçues, mais je pense pas qu'un party. En tout cas, je pense pas qu'un. Moi, je suis pas contre les parties, mais c'est sûr que si c'est dans ton condo puis le gars le fait illégalement, c'est sûr que ça peut déranger. Là. Exact. Mais, OK. Mais ça peut déranger plus que ça peut être dangereux, là, je pense. Yeah. Tu vois, donc Nanos Research, 51% des Canadiens interrogés pensent que ce type de location a un impact négatif sur la disponibilité des logements. Oui, ça, on l'a dit. Ça, c'est on l'a sûr, dit. Ça. Et mais j'espère à quel point ça a une incidence sur les loyers, tu sais. Les loyers, tu vois. Les résultats, mais là, on le sait. Les résultats, d'ailleurs, démontraient que les participants étaient 2 fois plus enclins à penser que les prix de loyer dans leur quartier connaîtront une hausse. OK, donc c'est le double qu'en 2018. Mais un peu plus de 7 Canadiens sur 10, ils voient également une incidence sur les prix des loyers. 44% négatif. 70% des Canadiens croient qu'il y a une 44% négatif. Donc, ça commence à faire comme 3-4 Canadiens sur 10, là, si on calcule. Ouais. Croient que c'est très négatif, l'impact sur les prix. Mais ça, c'est qu'est-ce que le Canadien y pense. Mais est-ce que c'est ça la réalité? Mais peut-être que oui, parce que, mettons que le propriétaire, lui, a le choix de louer. Mettons qu'il peut louer du Airbnb dans son logement. Puis ça peut rapporter annuellement, exemple. Son logement, il rapporte, exemple, mettons 20 000 par année avec Airbnb. Mais locatif, résidentiel, long terme, ça y rapporte, exemple, juste 15 000, exemple. Peut-être qu'il va dire, ben là, soit que je loue 20 000 à quelqu'un qui est enclin de le prendre tout de suite pour un an, à long terme, ou sinon, on va faire du Airbnb. Peut-être que ça a sûrement une incidence, effectivement. Là. Exact. Et la restriction de la location commerciale à court terme bénéficie d'un large soutien dans tout le Canada. Puisque plus de 3 Canadiens sur 5, donc 39%, sont favorables.
C'est-à-dire qu'ils veulent, tu sais, qu'il y aurait 4 sur 10 Canadiens qui voudraient interdire la location commerciale du logement, d'une résidence principale. Ouais. Et une des raisons. Moi, je trouve ça correct, moi. Oh, moi aussi. J'utilise quand même souvent Airbnb, là. Oh, Puis oui. même quand tu as deux personnes, je crois que c'est plus personnalisé et c'est à peu près le prix d'un hôtel. Mais comme tu dis, c'est 3 ou 4, là, oublie ça. Là, mais tu sais, les villes vont zoner. Il va y avoir des places que ça va être permis, des places que ça ne sera pas permis. C'est ça que je crois, moi aussi. C'est correct, moi, je trouve, parce que il y a des gens qui ne veulent pas être dérangés. Tu sais. Exact. Et c'est sûr qu'il y a un incident qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, malheureusement. Donc, c'est un incendie mortel qui a eu lieu dans le Vieux-Montréal. Oui, mais ça, j'en ai entendu parler. Ben oui. Oh, c'était grave. Là. Une mère, je crois, qui venait de la France avec sa fille. Ils sont décédés. Que ça a été, c'est vraiment grave. C'est un immeuble, je pense. Il y avait déjà eu des inspections incendies dans cet immeuble-là. Oui. Puis il y avait des choses que ça n'avait pas été corrigé. Mais ce que le problème, c'est qu'à Montréal, mais là, c'est ça, il parlait, est-ce qu'il faudrait tout revoir, la sécurité incendie de tous les immeubles? Peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont vieux, mais le problème, c'est que si ça coûte 500 000, remettre un immeuble en état, ça commence à être compliqué. Exact. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment triste. Ouais. Et le propriétaire, c'est le même propriétaire de notre immeuble où il y a eu un incendie l'année passée, je crois. Ah, exact, je sais, c'est ça. C'était arrivé à la même personne. Là. À même propriétaire, oui. Ouais. Donc, c'est... 2 personnes sont mortes. Ouais. Et là, c'est ça. Mais tu sais, Montréal, c'est... Encore le même propriétaire. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ah oui. Il n'y a même pas de fenêtre. Donc, ça c'est une chambre. Là. Ça c'est comme des fenêtres, fausses fenêtres. Là. Ah, exact. Non, t'es pris dans ta chambre. C'est grave. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est ça. Ouais. Sans gicleur et sans fenêtre. Ouais. Mais ça, je pense pas. Le problème, c'est pas la location à court terme. Là. Le problème, c'est les vieux immeubles désuets de Montréal. Là. Exact. Fait que ça, je pense que ça touche vraiment un autre volet, mais effectivement, d'où l'importance de s'assurer que son logement est vraiment sécuritaire pour le feu. Check. Mais il a appris qu'une autre visite du service Incendie Montréal en mai a finalement conclu que les correctifs avaient été apportés, que l'immeuble était jugé sécuritaire. OK. Ce qui est grave. Ouais. Les clients ont toutefois publié des dizaines d'avis négatifs sur le profil Google et sur l'H Expedient, photo à l'appli. Plusieurs critiquent le manque de propreté, encore l'absence des fenêtres dans certaines chambres. Ah ouais. Il y a le feu. Donc, ça, c'est une des choses que je crois que ça doit être regardé. Pour la location à long terme, le zonage et tout ça, c'est des opinions. Là. Puis il y en a beaucoup de... D'où l'importance de quelqu'un qui cherche... quelqu'un qui cherche une location à court terme là, pour l'achat, il faut mettre des conditions de vérification diligente par rapport à tout ça. C'est extrêmement important parce que tu te ramasses ton tagette, tu es pogné avec de quoi que tu as acheté, puis finalement, tu peux pas... tu peux pas jouer dans l'immeuble comme tu veux, selon l'usage que tu veux en faire. Il faut vraiment faire attention pour ça. Exact. Et ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui jouent le système, si on veut. Ouais. Donc, je vais te montrer un article. 3 résidences principales sur Airbnb, un propriétaire raconte comment il a pu facilement déjouer les règles. J'espère qu'il n'a pas donné son nom. Il va se faire pogner par l'impôt. Ni la Ville de Montréal, ni le ministre du Tourisme n'ont exigé de preuve de résidence. C'est incroyable. Après que c'est ça la loi, là. Ouais. Donc, un propriétaire explique qu'il a pu facilement contourner les règles de plusieurs résidences principales sur Airbnb parce que le municipal n'existait aucune preuve. Ouais. Mais là, c'est ça. Fait que là, tu as les gens qui. Mais, tant qu'il n'y a pas de plainte, tu le fais, ça peut bien aller. Tu peux contourner les règles puis tu peux le faire. Mais si tu t'es pogné, par contre, là, tu ne pourras plus le faire. Fait que, moi, c'est pas ça que je suggère. Là. Mettons que c'est ça que tu veux partir en affaires, c'est ça que tu veux faire. Là, peut-être pas de la bonne méthode. Là. Mm.
Puis il y a des amendes, hein, tu disais, par le ministère. Là, Oui, exactement, exactement. Donc, on pourrait regarder ici. Donc, les certificats d'enregistrement. Donc, ça, c'est le site OASIC, Ouais. que tout le monde connaît. Le certificat d'enregistrement doit être affiché en vue du public, comme on a dit au début, à l'entrée principale de l'établissement, si l'établissement est situé dans un immeuble comprenant plusieurs unités d'habitation à l'entrée de l'immeuble. Right? Mm-hmm. Bon, il doit aussi être transmis aux exploitants des plateformes numériques, qui est Airbnb. Donc, ils demandent ça. Enfin, le numéro d'enregistrement et composé de chiffres doit être inscrit dans toute publicité. OK? Maintenant, à défaut de se conformer à ces restrictions, des amendes sont prévues de 5 000 à 50 000 dans les prisons physiques et de 10 000 à 100 000 dans les autres cas, pour une personne morale, compagnie et tout ça. Exact. OK? On va revenir ici plus tard, mais c'est ça. Donc, il s'appelle Edgar, mais on ne voit pas son nom de famille. Selon. J'espère que ce n'est pas son vrai prénom. Exact. Mais tu vois que on voit que Montréal serre la vis. Le responsable de l'habitation au comité exécutif de la ville, Benoît Doré, reconnaît que la situation des fausses résidences principales affichées sur le billet est problématique. Et il y a des stratagèmes qui contribuent à la pénurie de logements dans les grandes villes. Ouais. Et on est en pleine crise de logement. Ouais. Mais c'est vrai que il n'y a pas de papier qui existe. T'sais, dans le fond, la seule façon de savoir si la personne n'habite pas l'immeuble, parce que s'il demande compte d'hydro, bien évidemment qu'il paye son compte d'hydro, puis s'il demande facture d'Internet ou cellulaire, c'est facile de mettre la facture, de changer d'adresse de facturation. Mais il faudrait qu'il y ait des inspecteurs. Là, dans le fond, c'est la seule façon de savoir vraiment. Tu arrives là le vendredi soir, tu envoies l'inspecteur vendredi soir pour savoir. Mais c'est sûr que ça demande plus de gestion. Là. Exact. Est-ce que toi, tu as vécu des situations comme ça où les gens ont été avec toi, disons, puis ils voulaient acheter un Airbnb, puis là, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils peuvent, ou qu'il y a trop de monde? Mettons, souvent, ce qu'on va voir, là, mais là, je parle de chalets, mettons, dans des secteurs que c'est plus... des fois, c'est des secteurs semi-chalets, maisons. Là, il y a des gens qui habitent là, exemple, dans le coin de Saint-Sauveur. Il y a beaucoup de gens qui habitent là. Mais il y a des gens aussi qui ont des résidences secondaires sur la même rue. Moi, un des chalets que j'avais vendu, c'était à Sainte-Adèle. C'est un exemple que je donne. Là. Lui, ce chalet-là, c'était minimum des locations de 30 jours. Fait que dans le fond, ça, c'était le règlement municipal de zonage. Là. Tu pouvais juste louer. Fait que, il y avait beaucoup de gens qui m'appelaient pour du Airbnb, mais le zonage, il révélait que c'était minimum 30 jours de location. Fait que c'est le genre de stratagème que la ville va utiliser pour contrer un peu la location à court terme parce que c'est un secteur qui était plus résidentiel. Mais tu sais, ça existe. À Tremblant ou Saint-Sauveur, il existe des condos là, que c'est prévu quasiment de la location à court terme. Tu ajoutes un condo, il y a même un service de gestion de location à court terme. Fait que tu peux louer à court terme parce que c'est une place extrêmement touristique. Fait que, ça, c'est vraiment propice à ça. À Saint-Sauveur aussi. Mettons Saint-Sauveur-Mont-Tremblant, là, j'en ai vu beaucoup là, des condos qui servent à ça. Fait que tu achètes ça, il y a des mécanismes établis pour la location à court terme, puis c'est dans un règlement de zonage. Fait que si jamais toi, tu es une personne qui veut vivre dans un de ces condos-là, tu le sais, parce que c'est déclaré partout avec le syndicat de copropriété. Fait que ça, je trouve ça bien. Fait que, il y a des endroits où c'est possible. Parce que c'est extrêmement touristique, c'est juste dans des endroits plus résidentiels où est-ce que les gens ne veulent pas, là, que là, les villes veulent restreindre, finalement. Là. Fait que c'est ça, ça, c'est une de mes expériences que j'ai eu, exemple, en vendant un chalet. Mais c'est sûr que dès que tu vends un chalet, il y a tout le temps des gens qui vont appeler, qui vont vérifier la possibilité de tout ça parce que c'est extrêmement rentable. Dans les places que le taux d'occupation est élevé avec la colocation à court terme, là, ça peut être pas mal payant. Donc, quand c'est bien fait, c'est excellent. Mais lui, ce gars-là, je suis sûr qu'il va. Ouais. Ouais, vas-y. Mais juste ce gars-là, il va continuer à le faire. Tant qu'il ne se fera pas pogner, ça va être vraiment rentable. Puis à Montréal, c'est facile. Là. Ben là, je ne sais pas si tu. À Montréal, ces maisons-là? On va voir, c'est l'île d'Orléans, là. Il y a 2 appartements à Québec, mais statique, c'est à Québec, mais les autres, c'est à Montréal. OK, ça, mais à Québec, mais c'est même affaire à Québec, c'est quand même pas mal touristique aussi. Là. Exact. Mais le gars, tant qu'il ne dérange personne, il n'y a jamais personne qui va le savoir. Puis en même temps, s'il n'y a pas qui dérange personne, ben là, c'est parce que le problème, c'est que tu vas avoir de l'abus si jamais les gens continuent à faire ça. Là. Mais dans une situation où est-ce que la personne gère bien ça, et que personne ne le sait, c'est parce que
c'est pas visible et qui dérange personne. Là. Mais c'est sûr que c'est un peu une genre de fraude, là, si on veut. Là. Ben, c'est une fraude là, à partir du moment que la ville... c'est une fraude. Tu risques des amendes. Tu n'iras pas en prison. Exact. Mais la ville pourrait envoyer des amendes ou sinon, s'il n'est pas enregistré, comme tu disais, ça va être le ministère qui va envoyer des amendes. Exact. Et il n'habite aucune des 3 résidences principales qu'il loue sur Airbnb. Donc, on dit Gabriel Brunet-Savard. Et ses associés ont obtenu des numéros d'enregistrement officiels d'établissement de résidence principale pour une maison sur l'île Orléans et 2 appartements à Québec. Ouais. OK. Donc, ces autorisations délivrées par la CITQ, qu'on a parlé déjà, permettent de louer son propre logement à court terme sur la plateforme d'Airbnb. Mais dans le cas de Brunet-Savard, il ne s'agit pas du tout de résidence principale. OK? Donc, admettons que la maison, il n'y a aucun voisin proche. Je ne sais pas sur l'île d'Orléans comment que les voisins sont proches. Là. Ça ne doit pas être trop proche. Là. Je veux dire, moi, je trouve que ça ne dérange vraiment pas. Là. Si la ville elle interdit cette place-là, peut-être que ce serait possible d'avoir des exemptions pour certaines maisons. Il y aurait peut-être des critères respectés aussi qui pourraient être intéressants. Mettons, si les voisins sont à tant de distance de la maison, ça pourrait être intéressant aussi. Yeah. Ils permettent, mettons, sous réserve de certains critères. Yeah. J'ai vu, donc, tu vois, c'est qu'il habite en haut de ce qu'il loue. Donc, okay. Mais tu vois, ça dit le ministère du Tourisme confirme qu'il n'est pas permis de louer à court terme un logement attenant avec une licence de résidence principale. Ouais. Mais c'est comme mon ami notaire. Je ne sais pas, moi, si... Je ne sais pas si mon ami notaire, lui, il peut le faire. D'après moi, il fait un peu underground. Exact. Tu as un duplex, tu loues ton... Tu veux dire... Ouais, exact. Ta résidence principale à droite, disons. Puis c'est la gauche, tu vas les louer aussi, là. Tu vas louer les deux. Ouais. Mais je pense quand même que la majorité des gens qui louent de Airbnb sont quand même respectueux. Là. En tout cas, oui, bien sûr. C'est ce que je pense. Là. Bien sûr. Tu sais. Puis il y avait un autre article que tu voulais montrer. Yeah. Je voulais te montrer... Donc, ce que j'aimerais... donc, une des choses que les gens n'aiment pas, c'est que le stratagème de résidence principale contribue à la pénurie de logements. Et on est en pleine crise. Ouais. Et on a découvert plusieurs annonces avec des numéros d'enregistrement des résidences principales utilisés de manière frauduleuse, comme on en parlait. Okay. Donc, mais il y a aussi des propriétaires qui utilisent jusqu'à 12 fois le même numéro d'enregistrement pour des annonces différentes. On verra tantôt. Il y en a un enregistré. Exactement. Il n'y a pas de police de ça. Hein? Et voilà. Donc, j'ai trouvé plusieurs... Je ne sais pas si c'est comment ailleurs dans les autres provinces, là, mais c'est tout le temps... Mettons que c'est permis. Là. C'est tout le temps plus compliqué au Québec, là, me semble. Des propriétaires... Oui, bien sûr. Mais, tu sais, c'est compliqué parce que les gouvernements, je comprends, veulent bien faire. C'est comme si on a un gouvernement papa-maman, tu sais. Comme si les Québécois ne seraient pas assez adultes, là. Mais ça vient d'une bien-pensance, là, tu sais, c'est vrai. la gauche bien-pensante, là, tu sais, là. C'est sûr. Donc, puis ça a leur but. C'est un but définitivement parce que, tu sais, quand tu habites dans un logement, tu n'as pas nécessairement envie d'avoir des parties, là, parce que quelqu'un loue un logement. Donc, je comprends le point. Mais il y a aussi la pénurie de logements, mais tu sais, si c'est une maison à 700 000, là, je ne suis pas sûr que c'est elle le problème. Là. Mais je comprends que pour les condos, oui. Là, puis les logements, appartements, oui, là, ça c'est sûr. Là. Mais c'est sûr, au final, chaque personne a 2 maisons, puis c'est de la location à court terme, ça va vite. Là. Exact. Check ça. Mais là, donc, ouais, vas-y. Donc, l'enquête mais je voulais parler du de journal. la taxe, là, tu sais. Oui, on s'en vient. OK, good. On s'en vient. Je voulais juste te montrer les autres petits problèmes, là, que je crois que... Tu sais, le sondage qu'on a lu au début, tu sais, on se demandait pourquoi il y a comme 40% du monde, là, si on a fait les calculs, tu te souviens qu'ils sont carrément contre ça. C'est quand même beaucoup, 4 sur 10. Donc, il y a plusieurs choses, mais une des choses que j'ai trouvées ici, c'est que des propriétaires
ou des hôtes Airbnb utilisent jusqu'à 12 fois le même numéro d'enregistrement de résidence principale pour des annonces distinctes. C'est-à-dire que toi, tu habites à Repentigny, au 1, 2, 3 de la Lumière à Repentigny. Et le 1, 2, 3 de la Lumière, tu as un permis, parce que c'était, on va dire, une maison unifamiliale. C'est ta résidence principale. Mais le même numéro est utilisé pour 11 autres unités d'habitation, d'appartement. Ouais. OK? Donc, tu sais, c'est sûr que ça fâche les gens, là. Dans le sens qu'il y a un système pour justement que ça ne dérape pas, mais le système ne fonctionne pas. D'où le but de faire le podcast aujourd'hui. Et des dizaines de couples déclarent chacun une adresse différente comme résidence principale. OK? Donc, ça, c'est une autre chose. Donc, en couple, quand tu es en couple, conjoint de fait, mais tu as une adresse pour les deux. Même les impôts, c'est la même chose. Maintenant, c'est qu'ils utilisent chacun une adresse. Donc, ça devient 2 résidences principales. Qu'est-ce qu'il va faire avec les impôts aussi? Le seul mal que je vois là-dedans, non, je comprends. Non, mais oui, mais ça, je pense que, mettons, au ministère du Revenu, là, ils sont plus durs à crosser, eux autres. Là. Les autres, c'est pas long qu'ils envoient des vérificateurs, ils sont pas mal proactifs. Mais ça, mettons que la personne a payé ses impôts, le ministère du Revenu. Ah oui. Eux autres, là, ils sont un des ministères les plus proactifs que. En tout cas, celui que j'ai vu. Qui ont existé dans l'histoire de l'humanité. Les plus faciles à joindre, tu sais. C'est pas trop long qu'ils t'appellent s'il y a un problème. Non, mais en autant que la personne paye ses impôts, sinon on va se faire pogner, puis ça peut être. Tu sais, les gens, ils se font souvent pogner là, pour des affaires de fraude d'impôts. Mais tu sais, moi, le seul mal que je vois, si la personne paye ses impôts, à part le fait que ça enlève des logements, là, puis à cause de la crise du logement, que je comprends que c'est vraiment. Ça peut être grave à cause de ça. Là. Mais tu sais, si la personne paye ses impôts, à part ça, je vois pas trop de mal. Si mettons, c'est fait dans les règles de l'art et que les locataires ne dérangent personne. Mais je comprends pour la crise du logement, pour les prix, ça, c'est vraiment pas bon. D'où pourquoi peut-être que le gouvernement, tu sais, ils veulent empêcher ça. Là. Mais si la personne paye ses impôts, tu sais, on est quand même dans un monde capitaliste, là, puis les gens veulent faire de l'argent. Là. Yeah. Mais oublie pas que la loi exige qu'une résidence principale soit un lieu où la personne vit de manière habituelle. Oui. OK? Donc, c'est qu'on ment. C'est juste ça la fin. Oui, non, je comprends. Quand quelqu'un fait ça, c'est pas bon. Mais je pense pas qu'ils déclarent ça. Ben oui, il y en a plein qui font ça, là, mais je pense pas qu'ils déclarent ça au ministère du Revenu. Ils déclarent ça plus pour avoir leur permis, dans le fond. Oui. Ils déclarent ça à la ville aussi. C'est ça. Moi aussi, je crois qu'ils payent les impôts. Je crois qu'ils payent les impôts. C'est pas ça que je dis. C'est ça. Mais je comprends que c'est pas correct parce que la ville va empêcher ça. Les gens, ils le font puis il n'y a aucune vérification. Fait que ça, c'est sûr que c'est plate. Quand ils pourraient le faire à des endroits appropriés, comme ils pourraient s'acheter des immeubles à Tremblant, où est-ce que c'est propice à ça? Voilà. C'est un bon point. Donc, c'est pas le. Non, mais c'est sûr que c'est pas correct. J'endosse pas. Je suis pas d'accord avec ça. Là. Mais je disais juste dans le sens, s'ils payent ses impôts, le seul impact négatif que je vois, si les gens ne dérangent pas trop le voisinage, c'est l'impact que ça va avoir sur les logements et le prix des maisons. Tout le monde essaie d'acheter une maison, ils ne sont pas capables, mais c'est ça. Fait que ça, c'est le gros impact. Fait que c'est vraiment pas correct. Là. Moi, je suis quand même 100% dans ce sens-là. Il faut faire ça selon les règles de l'art, que ce soit permis. Mais je disais juste, je pensais à tout haut dans le sens, je pense que ça dérange vraiment plus côté prix et disponibilité des logements. Là. Puis les gens, je pense pas qu'ils. En tout cas, j'espère qu'ils ne mentent pas à l'impôt parce que s'ils se font pogner, ça va pas bien aller. Exact. Bon, une dernière chose, c'est que il y a aussi. Moi, je ne conseillerais jamais mes clients. Moi, un client qui veut acheter pour une location à court terme, là, il achète, mais tu n'as pas trop le droit à cette place-là. C'est sûr que j'ai dit de ne pas acheter ça. Là. C'est ça son objectif. On va trouver quelque chose où est-ce que c'est 100% légal. Sinon, c'est assez risque et péril. Moi, je n'ai jamais conseillé à un client de faire ça. D'où l'importance de mettre des conditions appropriées dans l'offre d'achat pour tout vérifier ça. Fait que ça, c'est extrêmement important. C'est d'avoir un courtier aussi qui travaille pour tes intérêts et qui pense à ça. Là. Exact. Je suis d'accord avec toi, man. Et des autres, un dernier point que je veux amener par rapport à des choses qui sont moins cool, c'est qu'il y a des hôtes qui volent des numéros valides de résidents d'autres municipalités. Ils prennent dans les annonces, puis
Ils le mettent là parce que Airbnb ne va pas vérifier ça. Là. Peut-être qu'un jour, ça va être fait automatiquement. Peut-être que Airbnb va avoir un API pour des règles internes selon la région. Là, exactement. Donc là, toi, tu mets ton adresse Montréal, on va dire, tu inscris ta propriété. Tout de suite, le compte va être relié à la base de données de Montréal. Et le numéro va être vérifié en temps réel. Mais justement, là, tu pognes un fonctionnaire à la ville, là, ça va vérifier chaque annonce. C'est quand même facile à vérifier. Là. Mais oui. Il faut être proactif. Puis, non, mais pour appliquer les règles, ça serait ultra facile pour les villes de vérifier ça. Là. Exact. Mais là, il n'y aurait pas de choses à se plaindre. Fait que, tu sais, c'est moins besoin de taxes. Si les journalistes sont capables de... c'est ça, mais c'est ça. Il faut que les villes travaillent. Il faut que les villes travaillent. Mais comme je te dis, les villes travaillent de moins en moins. C'est juste normal. N'importe quel gouvernement va travailler de moins en moins. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc, les chefs en haut, exactement. Fait que, faut avoir des choses ou des scandales ou tout ça pour que ça recommence. Mais 10 ans plus tard, ils vont travailler mauvais pareil, comme tu sais. C'est ça le gouvernement, c'est ça la municipalité. Et tu vois, une autre chose, c'est que ces permis ont été obtenus sans qu'une preuve d'adresse soit demandée et avec une simplicité désarmante. C'est ça que le journal, si on veut, là, fait comme enquête. Là. Donc, environ 150 personnes se sont même inscrites auprès du ministère du Tourisme comme exploitants de 2 voire 3 résidences principales. OK? Et ça, on a parlé tantôt dans l'autre, ici, là, l'autre article. OK? Donc, Gabriel Brunet-Savard revient même à 4 reprises dans la liste, toujours avec des partenaires différents. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, la loi ne permet pas à une personne d'avoir plusieurs résidences principales, mais le ministère du Tourisme n'a pas détecté ces abus. C'est ça qu'il dit. Okay. Et en même temps, le ministre du Tourisme défend son processus de vérification comme étant rigoureux. OK. Parce que là, dans le fond, je comprends bien, là, il faut déclarer. Ça, c'est les gens qui veulent louer leur résidence principale. Ils disent que c'est leur résidence principale, puis ils la louent en plus. Ça? Voilà. En fait, c'est ça. Mais ils achètent comme 3-4, puis ils disent que c'est 3-4. Ça ferait quoi? Ce que je me demande, c'est que ça ferait quoi s'ils déclaraient juste que c'est pas une résidence principale? Est-ce que la ville, elle se mettrait à inspecter, plus en détail? C'est pour ça qu'ils font ça, t'sais? Ouais. Parce que ça fait, tu as le droit d'acheter une maison puis de la louer à un locataire à long terme, par exemple? Oui. Ça, c'est permis au Québec. Oui. Mais 31 jours et moins, comme on a dit, c'est depuis mars 2023. Fait que les autres, ils ne veulent pas avoir de trouble avec la ville ou avec le ministère ou les deux. Fait qu'ils disent qu'ils habitent là et qu'ils font des fois de la location. Fait qu'ils obtiennent un permis. Ils obtiennent quand même un permis, dans le fond, c'est ça? Exact. Donc, comment ça fonctionne? Tu achètes une propriété, right? Ouais. Là, tu peux faire n'importe quoi que tu veux avec la propriété si c'est une maison familiale. Exact. Sauf les règles municipales, les règles provinciales puis les lois fédérales. OK? C'est normal. Dans le cas d'un condo, tu as aussi, en plus des lois fédérales, provinciales, municipales qui incluent les services incendie, tu as aussi les règles du syndicat de copropriété. Donc, dans le cas d'un condo, c'est très difficile de louer un condo à court terme. Parce que moi, là, le ministère, je n'étais pas trop habitué avec ça. J'en fais pas souvent, des achats qui veulent faire ça. Moi, mon secteur d'activité est quand même plus proche de Montréal. Fait que c'est plus rare d'avoir des gens qui cherchent ça en banlieue de Montréal, mettons. Mais quand ça m'est arrivé, moi, je faisais mes vérifications de zonage avec la ville, puis vérification au syndicat de copropriété. Mais c'est ça. Mais là, il faudrait ajouter une clause sûrement par rapport au ministère pour l'obtention du certificat, là, ou je ne sais pas. Là. Mais je me demandais juste parce que j'ai jamais eu cette situation-là où est-ce que quelqu'un m'a appelé, il voulait acheter une résidence principale et la louer, tu sais. Puis peut-être qu'ils le font sans me le dire. C'est peut-être déjà arrivé aussi. Là. C'est pour ça que je ne suis pas trop familier avec ça parce que c'est pas tant mon secteur d'activité. Je faisais quand même les vérifications d'usage dans le Nord. Mais c'est quand même bon à savoir. Oui.
Puis il y a bien des gens qui font ça dans des secteurs, plus comme Montréal, Québec. Exact. Exact. Check. J'ai trouvé une réponse. Donc, Airbnb suit le système mis en place par le gouvernement du Québec. Aucune autre municipalité ou province ne dispose d'un système aussi lourd et redondant. Mais c'est ça, je dis. A indiqué le porte-parole d'Airbnb, Matt McNamara. Donc, ça devrait être aussi simple que. Ça devrait juste être aussi simple que la ville interdit un secteur de location à court terme. Tu ne peux pas le faire à cette place-là. Puis la ville, c'est à elle de faire. C'est à elle de faire ses vérifications. Après ça, s'il y a des plaintes, quoi que ce soit. Exact. C'est à la, pourquoi qu'on est permis, Corporation touristique du Québec, pourquoi qu'on implique ça? Tu peux pas, puis that's it, là, exact. Moi, ce que je dirais, là, c'est très simple. C'est le service d'incendie. Inspection incendie. Ouais. C'est ça qu'il doit faire. Parce que c'est ça qui est le plus grave. Sécuritaire, OK. Plus le zonage le permet, le voisinage le permet. Ben, je veux dire, c'est permis dans un secteur donné. That's it. Fait que oui, tu sais, go. Puis après ça, la personne paye ses impôts. Puis... C'est ça. T'es pas un copropriétaire. Fait que tu dois rien à personne. Le zonage, comme tu dis, le permet. Tu peux le faire. C'est une copropriété. Tu vérifies si c'est possible. C'est ça. Parce que mon anecdote, c'est un petit peu ça, là, mais par rapport à la copropriété. Là. On y reviendra à la fin. Ouais. C'est ça, c'est que une fois que tu as ça, que la ville te le permet, la municipalité, l'approbation de la municipalité, tu as juste à appeler, disons, un service que tu peux payer. OK? Donc, tu peux charger 150 ou whatever, 250 $ que le service incendie passe et certifie pendant 1 an ou 3 ans ou peu importe que tu as ça. Tu as ton détecteur de fumée, tu as ta sortie, tu as ta fenêtre à bonne place. Merci, bonsoir, tu peux louer. Paye tes impôts, puis that's it. C'est très simple, ça serait très, très simple. Okay, s'ils en veulent moins, ben, c'est que les villes fassent leur vérification. C'est tout. Je veux dire, pour le nombre de disponibilités de logements, c'est aux villes de gérer ça. Là. Exact. Depuis mars 2023, on a dit... le Québec promet de la pression sur les villes pour ça. Oui. Encore une fois, là, ça implique que le gouvernement doit travailler et être proactif. Qui est très difficile. T'es n'importe quel gouvernement, OK? Il fait que là, ils mettent plein de règles qui ne vérifient pas, dans le fond. Exact. T'as tout compris. Et écoute, là, on peut faire une parenthèse. Si tu sais, parce que je regarde quand même maintenant les élections, si tu sais le nombre de projets et les centaines de milliards qu'ils ont dépensés sans rien. Exemple, ils ont dépensé 2 milliards pour un programme pour relier l'Internet, la haute vitesse. Je ne me souviens plus quel état. OK? Rien. Il n'y a même pas un centimètre. Moi, je ne regarde même pas ça, man. C'est décourageant. C'est fou. Donc, c'est juste qu'il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de perte d'argent. Là. C'est juste de l'administration, puis il n'y a rien qui avance. T'sais? Ah non, c'est ça. À cause des règles comme ça. Et check, depuis mars 2023, les Québécois peuvent louer. Ça, on a parlé. Il faut obtenir un numéro d'enregistrement. On en a parlé. Selon la loi sur l'hébergement touristique, une résidence principale est la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indiquait à la plupart des ministères organisés au gouvernement. En d'autres mots, il faut que tu habites là, il faut que ta famille habite là, il faut que tes enfants partent de l'école de cette adresse. Sinon, tu ne peux pas louer à court terme, c'est ça? Exactement. Et si tu as aux impôts, c'est ça ton adresse. À ton compte à banque, c'est ça ton adresse. Mais je veux dire, chez Vidéotron, c'est ça ton adresse, ben c'est ça ta résidence principale. Ils ne vont pas donner de permis si c'est une résidence secondaire. That's it. Exactement. C'est ça, là. Oui. Fait que tu n'as pas le droit de faire de location à court terme si ce n'est pas ta résidence principale. Je pense pas, là. Ça serait complètement absurde, là. Oui. Tu achètes un chalet dans le Nord, là, je veux dire, tu as le droit de le louer à court terme, là, si c'est permis, là. Non? Oui, si c'est permis, oui. OK. Mais c'est ça. Mais pourquoi? OK, c'est parce que ils veulent ce certificat-là.
OK, en tout cas, il faudrait. OK, c'est bon. En tout cas, c'est. Oui, il y a ces petites technicalités-là, je comprends, je sais, je comprends. Oh, ouais. C'est que J'ai lu ça, les articles que tu m'as envoyés, mais il faudrait se réinformer par rapport. Il faudrait appeler, tu sais. non, c'est que c'est du côté légal, je crois. Légal, impôt. Ah, ouais. Ah, OK, Impôt. OK, c'est ça. Je comprends. OK, OK. Tu comprends? Parce que Ah, ouais. ta résidence principale, si tu la loues, ça devient commercial. Ah, oui, exact, exact. Donc, ça ne marche pas, là. OK. OK, donc là, tu deviens un hôtel. Je suis convaincu, là, moi non plus, je n'ai pas trouvé ça, OK. mais ça d'après serait moi, tu logique, peux, là. là, ça serait complètement illogique, là. OK. Exactement. Ta OK. deuxième résidence, Parce le que chalet, ben, quand tu le loues, ben, tu dois payer les impôts. c'est ça. Parce que sincèrement, depuis 2023, tu sais, moi, je travaille plus dans les banlieues, là. J'ai pas fait de chalet puis d'Airbnb dernièrement. J'ai pas vérifié ces infos-là. Fait que c'est vraiment bon, tu sais, qu'on les survole, là. Exact. Exact. OK. Exact. Mais c'est un très bon point. Donc, check. Comment obtenir un numéro d'enregistrement? C'est très simple. On doit avoir un titre de propriété ou un contrat de location parce qu'on peut sous-louer, tu sais. Mhm. Ça, j'ai déjà fait ça. Quand ça a débuté, Non, mais ça, c'est évident, c'est un contrat de location je commerciale. louais des 4,5 Ouais. et avec des meubles sur Kijiji. C'était comme un petit projet, voir si ça fonctionne. OK. Ça me coûtait comme 750 par appart. J'ai OK. fait proche de 2 ans. Et tu mettais les meubles, tout ça, tu louais des appartements et tu sous-louais. Exact. Ouais. À un moment donné, il commençait à chiner ça. On ne veut plus faire ça. Ça OK. commençait à être très difficile pour louer, pour sous-louer. Tu sais. Ouais. Mais au début, ça marchait, là. C'était drôle. C'était vraiment facile. Wow. Mais avec C'était une bonne Facebook passe. Market, c'est quand même facile aussi. Sinon, il y a des sites pour ça, tu sais. Sur Airbnb, Exact. sinon directement. Non, mais je le faisais sur Airbnb. OK, Il OK. n'y avait pas de demander rien Airbnb. Non, Là. non, mais dans le temps, c'est ça. Mais c'est pour ça que là, on Rien. commençait à mettre des règles restrictives, là. Exact. Mais on Exact. reviendra, je vais mettre une petite note, là. Je vais vérifier l'affaire du numéro d'enregistrement pour les résidences principales, de pourquoi, tu sais, ils Oui, veulent ça. on Est-ce que peut c'est plus en pour parler. les impôts ou c'est plus pour des endroits que tu peux pas, tu sais, mais tu peux le faire quand c'est chez toi. Mais en tout cas, on Exact. s'informera de ça. OK. Donc, pour continuer, comment obtenir un numéro d'enregistrement? On a dit un titre de propriété ou un contrat de location. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, ça peut être ta résidence principale. Ouais. Une preuve d'assurance responsabilité civile. Obviously, l'assurance responsabilité de 2 millions, là, que le propriétaire demande ou C'est lourd en la salle. banque. Là. OK. Des photographies du logement, obviously. Une preuve de l'accord du propriétaire, de copropriétaire. Aujourd'hui, personne ne va donner ça. Là. Tu ne feras pas d'argent sur mon dos, petit locataire. Tu sais, c'est ça. Exactement. Ah non, c'est ce que je faisais, ça ne marchera pas aujourd'hui. Là. Ah, ouais. Ou peut-être une fois sur 100 ou 1000, tu sais, quand... Exact. Une preuve de l'accord du propriétaire. OK. C'est ça que j'avais, là. Puis le certificat de conformité. Et le certificat de conformité de la municipalité. C'est quand même simple quand tu regardes, mais en réalité, comme on voit, c'est pour ça qu'on fait le sujet, ben c'est compliqué et les gens en abusent. OK? Check, les gens qui souhaitent plusieurs logements à court terme ou une maison, une résidence. Mais j'avais pas lu toute la... C'est écrit là, ici, on a la réponse. Oui. Doivent leur part obtenir un permis d'établissement touristique général qui est le même que celui qui est délivré aux hôtels. Tu as raison. On a notre réponse. On a notre réponse parce qu'un de mes amis, Richard, il a un chalet proche de Stoneham. Parce que ça n'aurait eu aucun sens. Il a vissé son permis de touristique. C'est comme un hôtel. C'est totalement autre chose. Parce que moi, les chalets que j'ai vendus, mais avant 2023, mettons, 2023 et avant que ça sorte, c'était toutes des résidences secondaires. Puis la personne, des fois, il voulait faire ça. Puis, il n'habite pas le logement. Là. Fait que là, il faut que tu aies ton permis, comme qui est mentionné. Peux-tu le remettre? C'est le permis. Bien sûr. Non, c'est en bas, excuse. En bas. Ici, ouais, ça. Fait que c'est le permis. C'est un permis d'établissement touristique général. Fait que ça, c'est résidence secondaire. Sinon, c'est ta principale, mais là, c'est parce que là, tout le monde dit que c'est leur principale. Ça doit être une histoire d'impôt, finalement. C'est vraiment ça. Ben, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. C'est que le feeling, ça, la grosse c'est ça la différence, exactement. Là, on a trouvé la réponse officielle. Là, le problème, c'est que si c'est secondaire, la ville, elle ne l'autorisera pas. C'est ça. Plein de locations à court terme, si le zonage ne le prévoit pas. Mais peut-être que c'est plus toléré quand c'est ta résidence principale. Parce que tu dis que tu habites là, des fois, tu loues ta maison. T'sais. Fait que là, à ce moment-là, c'est plus toléré, d'après moi. Je comprends. Ouais.
Un dernier petit exemple avant de passer à un autre angle de voir ça, c'est que le journal, donc c'est toujours à Montréal, a rappelé des dizaines de couples. Ça, c'est une autre façon de contourner les règles. Des membres de 2 adresses distinctes comme résidence principale afin de louer ces logements à court terme. Ouais, ça, on l'a vu, ouais. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais là, c'est bon, là, on voit que tout le monde déclare que c'est des résidences principales. Puis là, c'est présent partout dans les grandes villes, Québec, Montréal. OK? Mais montre l'affaire de la taxe, ça, c'est vraiment intéressant pour les gens. Là. C'est ce article-là qui parle de la taxe de vente? Oui, bien sûr. Donc, on peut passer aux taxes de vente, bien sûr. Donc. Là, on l'a vu, là, les gens, ils ont plein de résidences, qu'ils disent que c'est leur maison. Chaque personne du couple, s'ils sont 4 dans le tout. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas. Là, exact. Tout le monde vit à 4 ou 5 ou 6. Là, le monde s'est rendu ouvert. Fait que là, chaque personne a sa raison. C'est une joke, là, mais. Oui. Donc, c'est ça l'article. OK. Donc, tu parles de la location à court terme sur Airbnb. Moi, je fais du commercial. Au commercial, la vente est taxable. Et voilà. Là, les gens sont là, ça n'a aucun sens. Payer de la taxe sur une bâtisse de 750 000. Mais c'est parce qu'habituellement, là, quand tu es une compagnie qui va tu récupères les taxes. Non, exemple, c'est à usage commercial, ça, la compagnie va être, ou la personne physique va être inscrite aux taxes. Exact. Puis, en fond, comment ça marche, c'est qu'eux autres, ils chargent des taxes à leurs clients pour le service qu'ils vendent, puis ils récupèrent les taxes. Fait qu'habituellement, chez le notaire, quand tu es inscrit aux taxes, le notaire c'est lui qui s'occupe là, du remboursement, là, vu que c'est des gros montants. Puis en réalité, c'est comme si la personne t'achète parce que tu récupères tes taxes. Fait que sur le coup, l'immeuble, elle revient sans taxe. Mais là, ça, c'est extrêmement important parce que ce qu'ils disent dans l'article, c'est que vu que ça va être comme un usage commercial, mais ce qui est dommage parce que c'est pourtant un immeuble qui est loué à long terme et pas taxable là, pour un usage résidentiel. Mais là, dans cette situation-là, mais là, ça, c'est le Journal du Québec. C'est le Journal du Québec, mais c'est la loi. La loi canadienne de l'impôt a récemment remis une décision dans laquelle elle affirme que les contribuables qui utilisent fréquemment les plateformes de location verront leur propriété être admissible à la taxe de vente harmonisée de 13 rapporté jeudi le Toronto. 13 bien. Parce que c'est. Attends, 13 c'est que c'est en Ontario. Ici, ça serait 14,975. C'est ça, exact. Okay. C'est ça. Habituellement, c'est exempté de la taxe. Fait que là, c'est vraiment dans le cas de la vente. Fait que là, toi, tu vends ta maison, le gouvernement se rend compte de ça. Il dit non. Tu t'en sers pour plus de 90% pour du commercial. Voilà. Fait que la vente, le prix de ta maison va être taxable. Là, c'est extrêmement grave parce que là, mais là, je trouve ça vraiment un petit peu absurde. Là. Je comprends que c'est parce que c'est pas usage résidentiel, c'est comme rendu à usage comme un hôtel. Fait que là, c'est l'usage, ça va rentrer comme un usage commercial. Fait que là, ils vont taxer, mais là, tu ne pourras plus vendre l'immeuble à une personne qui veut l'habiter au résidentiel, parce qu'elle n'est pas inscrite aux taxes. Si elle achète l'immeuble pour y vivre au résidentiel, fait que là, tu vas te limiter juste à la vente à quelqu'un qui est inscrit aux taxes, potentiellement peut-être une compagnie qui voudrait encore faire de la location à court terme pour qu'elle puisse récupérer ses taxes et qu'il n'y ait pas d'impact sur l'achat. Mais je trouve ça extrêmement restrictif, surtout que là, en plus, il parle genre de. Il n'arrête pas de parler que ça limite là, la crise du logement, ça limite les logements, ça limite le nombre de maisons disponibles, ça fait booster les prix, mais là, il ne pourra plus vendre à personne, cette personne-là. Il n'y a personne qui va vouloir payer une taxe de 15 ou à moins que la personne a réduit son prix extrêmement. Ça va être la seule façon. Mais de cette façon-là, la personne faisait de l'argent, ça peut être correct, mais je trouve ça quand même un peu intense, mais c'est ça les règlements. Parce que c'est pas du résidentiel. Tu loues pour location à court terme, villégiature ou finalement, tu es comme un hôtel. C'est le gars qui vend son hôtel, c'est commercial. Ben, l'hôtel est plus taxe, mais la personne qui achète sauve ses taxes. Fait que bref, c'est quand même un peu intense tout ça, mais ça va être à la personne peut-être de vendre moins cher. Puis vu qu'elle a déjà fait de l'argent sur l'immeuble, ben. Exact. Voilà. Exact. C'est ça. C'est une décision, c'est ça que je veux dire, qui vient dans le cadre d'une transaction immobilière à Ottawa dans laquelle la Cour canadienne a confirmé que le vendeur devrait payer la TVH, 13% en Ontario, sur la vente de son condo. Donc, c'est lui qui doit payer la taxe qu'il avait loué pour des courts séjours via Airbnb durant une période de 14 mois. Oui. Ça aussi, si ça avait été déclaré que la taxe, déjà, là, que ça aurait été l'acheteur qui la paye, ben là, OK, mais là, c'est ça, lui, c'est. Voilà. Mais en fait, là, je pensais vite, là,
C'est sûr que ça peut limiter l'accès au logement, parce que la personne va absolument vendre au meilleur prix. En même temps, la personne a fait beaucoup d'argent avec son immeuble. Effectivement, c'est un usage commercial. Ouais. Fait que finalement, c'est ça les lois. Exact. Donc, juste pour être sûr, pour que les gens comprennent, quand on loue notre résidence, il faut qu'elle soit une résidence principale. Donc, notre adresse aux impôts et en tant que couple, puis à la banque, c'est là l'adresse. Et on fait nos activités, on centralise nos activités à cette adresse-là. Donc, cette adresse est une résidence principale. L'immeuble est une résidence principale. Là, on peut le louer depuis mars 2023 sans avoir besoin d'un permis touristique comme tous les autres. Il faut quand même un numéro spécial là, qu'ils ont. Mais il faut quand même un numéro, exactement. Et si tu la loues plus que 90%, ben, tu vas avoir des taxes à payer là-dessus. Si tu ne veux pas avoir des taxes là-dessus, il faut que tu fasses en d'autres mots comme monsieur et madame tout le monde, là, qui louent ça en total 2, 3, 4 mois par année, disons. Mais tu peux-tu retourner une semaine là, 2 semaines là. Du 90%, parce que je veux savoir. Oui, il est plus bas. OK, ici, parce qu'on ne l'a pas fait. Là, je vais te le montrer. Un autre avocat, il est ici en haut. OK. Un autre avocat dans le domaine explique qu'au Toronto Star qu'il existe un seuil de 90% de location de la propriété que le vendeur ne doit pas atteindre s'il veut éviter. Là, je me demande si c'est une résidence secondaire et que tu fais juste louer 90% du temps, est-ce que tu es exempté ou il faut que tu y vives l'autre 10% restant, mettons? D'après moi, c'est vraiment plus la location à durée. Là. Parce que, dans le fond, tu as 33 jours par année, 36,5 jours par année que tu ne peux pas louer, si c'est ça. Mais tu sais, la résidence à court terme, c'est quand même facile. Il y a beaucoup de vacances, là, on s'entend. C'est rare que tu loues lundi, mardi, mercredi. Là. Exact. C'est ça. Et check, interrogé par le média Toronto, l'avocat immobilier John Zinatti souligne que ceux qui ont loué leur propriété de façon sporadique, ils n'ont pas à payer cette taxe. C'est vraiment sur la durée de location et non voilà. par rapport à dans une année, disons que tu es toujours là, puis l'été, tu as décidé d'aller en vacances toi-même, 4 semaines quelque part, ben, tu loues ta maison 4 semaines l'été. Au mois de décembre, tu décides de partir en Floride pour décembre, janvier, mais tu loues 2 mois. Ça fait qu'au total, tu as loué 3 mois sur le 12. Là, c'est sporadique. Là. Mais il faut que tu vois ça comme un mini-hôtel. Les gens qui capotent avec ça, c'est usage commercial. C'est ça ton usage. Fait que c'est ça les lois du Québec. Exact. Un autre avocat explique qu'il existe un seuil de 90% de location de la propriété qu'un vendeur ne doit pas atteindre. That's it. C'est ça qu'il faut se souvenir. Mais là, il se décider de faire location en courte durée, tout en développant que la méthode pour calculer le seuil de 90% ne soit pas claire à l'heure actuelle. Ce qui est normal parce que on commence le débat. Mais là, il va sûrement avoir des nouvelles lois par rapport à ça. Exact. Probablement avec un calcul précis sur le site web du Revenu Québec ou Revenu Canada. Il s'améliore. Mais c'est quand même logique. Mais je me demande si, en tant que propriétaire, pour l'usage Airbnb, mettons, tu peux être inscrit aux taxes, d'après moi. Parce que l'Airbnb, c'est taxable. Quand tu loues, il y a des taxes là-dessus. Oui. Fait que si tu es inscrit aux taxes, là, ça veut dire que. Non, mais c'est Airbnb qui paye les taxes. C'est pas toi qui reçois les taxes. Ah. Ils ont fait ça pour. En tout cas, là, c'est vraiment une question de fiscaliste. Là. Oui, si c'est fiscaliste. Aux taxes, ta compagnie ou toi, tu es inscrit aux taxes, tu achètes une bâtisse Airbnb. D'après moi, tu peux récupérer ce montant-là. Oui. C'est ça, c'est ça moi que aussi, tu prévois faire. C'est ton ça. usage. D'après moi, c'est possible. Exact. Les gens qui ont utilisé déjà. Ils remboursent les taxes au Québec, mais la personne qui achète, c'est ça qui est important de savoir. Fait que ça serait une question importante. Éventuellement, ça va se démystifier tout ça. Là. OK. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'une personne qui a utilisé depuis, je sais pas moi, 3 ans, 90% de sa maison, elle, à la vente, elle paye déjà les taxes. Fait que déjà avant sa maison, c'est 100 000 plus taxes. Mais moi, je parle de la personne. Là, elle va devoir rembourser cette portion de taxes, exemple, un coup que c'est vendu. Mais la personne qui achète, d'après moi, si c'est pour usage d'Airbnb, exemple, ou usage commercial, si elle est inscrite aux taxes, d'après moi, elle pourrait éviter des payer. Puis les récupérer. Exact. Moi aussi, je crois ça. Mais il faudrait vérifier tout ça. Exact. Mais c'était vraiment intéressant, Dragoche. Oui.
Pour clore ça avant l'anecdote, c'est qu'environ 150 personnes exploitent 2 à 3 résidences principales enregistrées, selon l'enquête du journal, ce qui est quand même beaucoup pour un système qui est supposé d'être clean et clair. Et ceux qui souhaitent louer plusieurs logements doivent obtenir un permis d'établissement touristique général. C'est ça que j'aimerais que les gens comprennent, là. Oui, c'est ça. C'est 2 affaires. Si c'est résidence secondaire, tu loues à court terme, il faut que tu aies un permis du ministère du Tourisme. Oui. Touristique général. Puis l'autre, c'est quoi? C'est un numéro. On peut-tu retourner juste bien vite, là? Oui. Il faut que tu obtiennes, l'autorisation municipale, fait qu'un permis de la ville. Mais c'est pas un permis qui disait, là, mais il faut quand même que tu aies l'autorisation municipale de je vais aller chercher la résidence principale. Puis il faut que tu fasses quand même une demande. Puis là, tu vas avoir ton numéro de résidence principale. Puis là, c'est là que les gens ils font la genre de fraude. Là. Ouais. Fait faut quand même t'obtenir un permis qui n'est pas le même permis de touristique pour une résidence secondaire. Ouais. C'est 2 affaires. Là. Puis tu vois, moi, je n'étais pas trop au courant parce que ça fait 2 ans que j'en fais pas de. Moi, je suis plus en banlieue. Là, c'est ça que tu voulais dire? Rive-Nord. Oui, c'est ça. Fait que c'est le numéro d'enregistrement du CITQ. Yeah. Tu vas avoir ton numéro de résidence principale, mais il faut quand même que tu obtiennes l'autorisation au début. Là. Tu vas au premier article. Là. C'est ça. Mais c'est deux procédures différentes, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. Là. Oui. Bon, avant l'anecdote, j'aimerais juste passer rapidement à... Donc, il y a des gens qui n'aiment pas Airbnb à un point qui manifeste pour ça. Mm-hmm. Et pas juste qui manifestent, mais qui vandalisent. Donc, tu vois ici des locataires d'un logement de la rue Ontario et dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal sont évités d'être la cible par des militants ciblés par des militants anti-Airbnb. Ils ont découvert leur immeuble vandalisé en se réveillant mercredi matin. Ah, mais ça, c'est complètement fou. Ouais. Ça, c'est comme les gens qui ferment les ponts, là. Juste quand tu as un rendez-vous important avec ton enfant au docteur, exact. Là, le pont est bloqué, là, comme si tu peux changer quelque chose avec le climat. C'est à peu près la même chose. Mais ils sont contre, dans le fond, ils sont contre le modèle de capitalisme. Exact. Puis moi, je crois... Dans le mur, là, mais... Exactement. C'est pas pour faire de la politique, mais moi, je crois que ça, c'est plus une frustration et anticapitalisme. Et même TVA Nouvelle, il en parle avec mon feeling, il est le bon, là. Check. Je me demande si ces gens-là sont-tu propriétaires, tu sais, non. Ou locataires, peut-être? Ouais, c'est ça. C'est plus des locataires ou même probablement, c'est des gens payés aussi. Donc, un groupe anarchiste anonyme a revendiqué ce vandalisme mercredi matin, souhaitant dénoncer la présence d'Airbnb dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est comme, that's it. Faut qu'il s'en aille. Bon. Parce que la vitre de la porte principale de l'édifice a été brisée. De la peinture grise et noire a été aspergée sur les murs extérieurs et dans le hall d'entrée. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je ne crois pas que la violence et le vandalisme, ce sont une réponse. T'as-tu vu? C'est une copropriété. Là. Ils s'attaquent aux autres qui n'ont rien fait de l'immeuble. Ils vivent paisiblement dans leur condo. Mais il y a un gars qui fait de l'Airbnb dans le condo. Exactement, man. Il vise l'immeuble au complet. Là. Exactement. Check. Bon, ça. Dis-moi, moi, pas me laisser ça. C'est pas mon problème. Puis, exactement, man. Check, j'ai eu un résident, un voisin. J'ai eu peur pour ma femme. Il n'y a plus de porte. Il y a une quinzaine de fois ici, ils sont debout à l'année. On devrait autoriser les guns. Comme au State pour être protégé. C'est vraiment une blague, là, tout le monde. Là. Je suis contre ça. Là. Non, je sais. Non, mais ça serait une mentalité, mettons, aux États-Unis. C'est vrai, ils sont cowboys. C'est dangereux aux États-Unis. Là, ouais. Il y a des manifestants, le gars, il tire sur tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Exactement. Defend your family. Protect your family. Protect the loved ones. C'est vraiment la mentalité aux States. Ouais. J'ai jamais été au Texas, mais j'ai hâte. Ça a l'air que les gens, il y a beaucoup, peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup qui se promènent genre avec leur handgun, là. Leur ceinture, là. Ça a l'air que c'est quelque chose de voir ça.
Tu vas manger un hamburger, il y en a comme 2-3 gars qui ont leur gun sur leur ceinture. C'est malade, des vrais cowboys. Okay. Bon, mais tu vois, c'est ça. Le même immeuble a été la cible des critiques des vandalismes l'hiver dernier. Donc, c'est ça, c'est malheureux si les locataires ont été victimes de cette action. Et ça, c'est même une Yaya Bowman, militante pour le droit de logement du groupe A, bas Airbnb. Donc, même les militants qui sont contre l'Airbnb soutiennent que c'est malheureux parce que la réponse, c'est pas la violence et le vandalisme. Non, c'est ça. Je voulais vraiment finir avec ce point avant ton anecdote. Faites attention, locataire de Airbnb. Exactement. Bon, avant l'anecdote, on a-tu quelque chose qu'on peut regarder sur l'OASIC? Le rôle du courtier immobilier, c'est extrêmement simple. Là, c'est parce que si tu es un acheteur et tu vas faire un courtier immobilier, il faut vraiment que tu te dises c'est quoi tes besoins courtier immobilier. Le rôle du courtier, ça va être de diriger son client, de mettre les conditions qui le protègent dans une offre d'achat, puis de faire les vérifications diligentes. Et si tu vends une propriété, c'est de rien divulguer. Excuse-moi, de rien dissimuler. Tout divulguer. Et tout divulguer, exact. Rien divulguer. Non, mais c'est important de tout divulguer. Je vais appeler l'OASIC. Être extrêmement transparent. Puis c'est pas à toi de décider pour un acheteur qu'est-ce qu'il veut faire. Toi, tu lui fournis l'information, tu restes impartial, puis tu laisses l'acheteur faire ses vérifications tout en divulguant tout parce que ça pourrait mettre le vendeur dans le trouble. C'est ça. Fait que je ne sais pas si j'ai bien résumé le paragraphe. Là. Oui, mais c'est pour ça que c'est bon d'avoir un bon courtier immobilier qui est allumé, qui connaît vos besoins et qui représente vos intérêts. C'est ça qui est extrêmement important. Exact. Et c'est quoi ton anecdote? Écoute, c'est une mini-anecdote. Ça rapporte à ce que je disais à l'instant. Tu sais, moi, j'ai un client qui me rencontre. Ça fait quand même peut-être 2-3 ans, je ne me souviens plus exactement. Il veut acheter un condo pour y vivre. C'est pour sa résidence principale. Tu sais. Fait qu'on magasine des condos, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5 condos. Éventuellement, m'amener trouver un condo qui l'intéresse. Fait une offre d'achat. Évidemment, il y a une condition qui est préétablie dans l'offre d'achat pour la vérification des règlements de copropriété, déclaration de copropriété, les états financiers, procès-verbaux du syndicat de copropriété, ce qui est vraiment de base. Là. Après ça, on pourrait rajouter des conditions plus maison par rapport à la vérification, mettons, diligente par rapport au règlement de zonage. Si jamais c'est autre que résidentiel, exemple. Mais moi, dans ce cas-là, l'acheteur, il veut absolument y vivre. Bien, absolument. Il achète pour sa résidence principale pour y vivre. Fait que là, moi, finalement, j'ai fourni des informations. Moi, j'étais le courtier de l'acheteur. Fourni informations, règlement. Mais là, moi, j'avais tout lu, j'avais tout analysé. J'y envoie, je donne mon avis par rapport à ça. Règlement de copropriété, qui était quand même assez important. Souvent, les gens ils veulent avoir un petit chat ou un petit chien, savoir si c'est permis dans la copropriété. Là, on fait la vente. On passe au notaire, tout est fait. Là, il m'appelle un mois ou deux plus tard. Il dit hey, on ne peut pas louer. Mais c'est pas louer à court terme, c'est à long terme. On ne peut pas louer le condo, tu sais. Fait que là, lui, sur coup, il y habitait. Mais là, après coup, des règlements, il y a des condos qui interdisent la location tout simplement. Là. Oui, mon condo. Sur des propriétaires, c'est ça. Ton condo, c'était oui, même, à Saint-Hubert, c'était sur Bernard Racicot à Saint-Hubert. Donc, on avait le droit, dans la déclaration de copropriété, sur un palier de 8 logements, OK? Notre bloc était de 15 logements parce qu'il y avait des garages, fait qu'il y en avait 7 d'un côté, 8 de l'autre. Chaque entrée, si on veut, là, avait le droit à un logement à louer. Okay. Donc, 1 sur les 8 puis 1 sur les 7. À long terme. Mais là, c'est quoi? Le premier qui louait était chanceux puis c'était correct? C'était fini après, ouais. Ah, ça, j'ai rarement vu ça. Moi, c'est soit tout interdit au complet ou pas. Mais bref, ce que lui, finalement, là, j'ai dit, qu'est-ce que je te dis? Si tu loues illégalement, le syndicat peut t'envoyer une contravention s'il la prend et s'il n'est pas content. Exact. Fait que c'est le genre de choses c'est très important à vérifier. Oh oui, ils peuvent le mettre en vente. Là, mais tu sais, moi, dans le fond, finalement, ses besoins, c'était résidence principale. Sinon, j'aurais mis un accent là-dessus. Là, lui, peut-être qu'il n'a pas... Mais tu sais, il n'a peut-être pas vu ça dans le règlement. Peut-être quand j'en ai parlé, exemple, j'avais dit les règlements grosso modo, peut-être qu'il n'a pas porté une attention particulière. Là, ses besoins, ils changent 2 mois plus tard. Fait que là, c'est le genre d'affaires vraiment important à vérifier.
C'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien savoir qu'est-ce que tu achètes. C'est quoi tes plans dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Là, tu veux y vivre peut-être. Dans 1 an, tu veux faire quoi? Si ça change, tu veux prévoir ça. Voilà. Fait que c'était ça mon anecdote. Mais finalement, il n'était pas si insatisfait que ça. Là, parce que dans ses plans, il voulait peut-être s'acheter une maison, le louer. Là, à la place, il l'a revendu. Puis il a acheté. Ses besoins avaient changé, il a acheté d'autres choses. Là. C'est juste sur le coup, c'est ça. D'où l'important. Puis ça, c'est que la copropriété. Là, on n'a même pas été voir les règlements de zonage après ça. Mais location à long terme, tu peux toujours. Oui. J'ai jamais vu une place au résidentiel. Mais je pense que c'est pour usage résidentiel. Là. Si tu achètes une maison, tu veux louer un salon de coiffure, peut-être que le zonage ne le permet pas. S'il y a une plainte, ben là, peut-être qu'elle l'avait. Mais mettons, louer au résidentiel à long terme, pour une place résidentielle, évidemment. Là, si tu loues du résidentiel dans du commercial aussi, ça, c'est la même affaire. C'est permis. C'est vraiment important de tout lire attentivement quand on achète une propriété. Yeah, exact. That's it. David, en terminant, j'aimerais savoir si toi, tu ferais du Airbnb si tu aurais la chance. Ou comment toi, tu vois que ça serait la bonne façon profitable et légale de faire du Airbnb? Bien évidemment, si c'est fait selon les règles de l'art dans la légalité, oui, c'est quelque chose qui pourrait peut-être m'intéresser. Mais moi, je suis quand même quelqu'un que j'ai zéro envie de faire de gestion. C'est quand même compliqué, là. Avant chaque visite, tu envoies les amis, c'est pas toi qui fais le ménage. Envoie le concierge, faut que tu places l'immeuble. C'est beaucoup de gestion, moi, je trouve. J'ai des clients qui font ça, c'est extrêmement payant. Mon père connaît quelqu'un, un de ses clients, lui, mon père est CPA. Là. Lui, il fait ça. Il n'y a que ça à Tremblant. Ça marche super bien, ces affaires. Mais moi, je suis quelqu'un, je préfère avoir des immeubles à revenus, location à long terme. Mais oui, ce serait quelque chose que peut-être je pourrais être intéressé, mais c'est vrai. Il faudrait que ça soit comme peut-être dans une copropriété comme à Tremblant, où il y a un service de gestion. Ouais. Mais c'est-tu plus rentable après ça qu'un immeuble à revenus standard résidentiel? Ça serait à vérifier. Ouais. C'est très bien expliqué. David, moi, j'ai pas mal tout dit ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Oui, toi aussi. Ben, si tu n'as plus rien à ajouter, alors on va finir le podcast ici. Et on vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se le voit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Ciao, à bientôt. Bye.